brave petite ville. Mais je devrais dire notre ville, car nous tous qui y vivons sommes fiers d'elle. Un coin du passé où reposent des jeunes et des vieux, ceux qui ont bâti notre ville et ceux qui n'en eurent pas le temps. Devant ces témoins du passé, c'est à nous qui vivons aujourd'hui d'assurer la marche du progrès. Voici la nouvelle génération, et elle est pleine de vie. Plus sain. Oui, vraiment, ici, tout le monde est heureux. Enfin, presque tout le monde. Il n'a pas trop mauvaise mine, n'est-ce pas? Pourtant, croyez-moi, il est bien malade. Et la maladie dont il souffre est un sérieux problème pour notre ville et pour le pays tout entier. Il y a aujourd'hui aux États-Unis plus de 500 000 enfants qui souffrent de cette maladie, bien que toutefois peu en meurent. Il n'en demeure pas moins que cette maladie cause plus de décès parmi les petits écoliers qu'aucune autre maladie mortelle. Plus que l'appendicite, plus que la tuberculose, plus que toutes les formes de pneumonie, plus que tous les décès que causent ensemble la scarlatine, la coqueluche, la rougeole et la diphtérie. Et plus de 3 fois le nombre de ceux attribués à la paralysie infantile bien connue. Il s'agit du rhumatisme articulaire, une maladie qui atteint avant tout les enfants de 7 ou 8 ans. Les premiers symptômes de cette maladie sont semblables à ceux des autres maladies infantiles. Le manque d'appétit, l'amaigrissement peuvent être, par exemple, un avertissement du danger, que la fièvre rhumatismale viendra interrompre la croissance normale de l'enfant. Pendant la période aiguë de la maladie, l'enfant est parfois très malade et il est difficile de le soigner à la maison en raison des soins experts et vigilants que son état requiert. L'enfant peut ressentir une douleur dans les articulations qu'on confondra peut-être avec celle de la croissance, mais qui pour celui-ci est un signe précurseur du rhumatisme articulaire. En pleine crise, il peut souffrir d'une forte fièvre et d'une enflure des articulations. La douleur peut aller d'une jointure à l'autre. Les tics nerveux de l'enfant ou son état de nervosité chronique peuvent être causés par la chorée, plus connue sous le nom de danse de Saint-Guy. La moitié environ de ceux qui sont atteints de rhumatisme articulaire souffrent de chorée pendant leur maladie et nécessitent un traitement spécial. C'est surtout quand le cœur de l'enfant est atteint de rhumatisme articulaire que sa santé et sa vie sont le plus en danger. L'inflammation du cœur ou cardite aiguë constitue l'élément le plus important de la crise causée par cette maladie. Bien qu'on ne connaisse aucun remède ni aucune immunisation contre le rhumatisme articulaire, on peut faire beaucoup pour aider ceux qui en sont atteints. Seuls des experts, docteurs et infirmières, peuvent soigner le malade pendant la crise aiguë et subaiguë. Pendant le stade subaigu, il se peut que l'enfant doive rester alité pendant 6 mois ou plus. Ceci exige le concours des parents, de médecins, d'infirmières, d'assistants de laboratoire, de maîtres, d'assistantes sociales et aussi une longue période de soins vigilants. Pour assurer à leurs enfants le traitement nécessaire et souvent coûteux, de nombreux parents ont besoin d'être aidés. Le Bureau de l'enfance des États-Unis, ayant étudié le problème, se rendit compte que des milliers d'enfants ne pourraient être soignés convenablement s'ils étaient atteints de cette maladie. Si bien qu'en 1939, il obtenait du Congrès américain des crédits supplémentaires pour permettre aux services de santé d'intensifier leur programme. Certains États décidèrent d'utiliser ces crédits pour combattre le rhumatisme articulaire chez les enfants. Un de nos États, le Rhode Island,
fut le premier à mettre au point un programme selon les suggestions du Bureau de l'enfance. Les services de la santé sollicitèrent des fonds du bureau pour mettre ce programme en route. Les officiers de la santé publique de cet État furent chargés de concevoir un plan qui pût assurer les soins nécessaires aux enfants souffrant de rhumatisme articulaire. Ils durent aussi chercher des spécialistes pour mettre ce programme en vigueur et choisir des hôpitaux et des maisons de convalescence. Ils durent enfin prendre les dispositions nécessaires pour couvrir les frais d'un tel programme. On communiqua aux internes les dernières données sur le traitement du rhumatisme articulaire. On instruisit les infirmières des soins à donner aux enfants pendant la période subaiguë. On fit venir des spécialistes pour mettre au courant notre service de santé. On comprit bientôt que ceci ne suffisait pas et que pour assurer le succès d'un tel programme, il fallait faire appel à la coopération de tous. Ceci fut rendu possible dans l'État du Rhode Island grâce à un groupe de citoyens bénévoles qui fondèrent une association locale, The Children's Heart Association. C'est à eux qu'incomba le soin d'instruire les gens du rhumatisme articulaire et de leur faire connaître les dispositions prises par leur communauté pour soigner cette maladie. Pour ce faire, l'association eut recours à la presse et à tous les moyens d'information et mit des conférenciers à la disposition des clubs et des groupements de toutes sortes. Elle s'efforça de faire connaître à chaque secteur de la population les travaux et les besoins du programme et, ayant ainsi suscité l'intérêt général, elle obtenait en 1946 du gouvernement de l'État des subsides pour sa lutte contre le rhumatisme articulaire. Aujourd'hui, dans le Rhode Island, le programme en faveur de la lutte contre cette maladie permet de donner les soins nécessaires aux enfants de moins de 12 ans qui en sont atteints. Une maman peut amener sa petite fille directement à une clinique où on l'examinera. Les enfants peuvent encore y être dirigés par les infirmières de la santé publique, les médecins des écoles ou les docteurs privés. Et c'est ainsi que les petits malades, comme le jeune Bob que vous voyez ici, s'engageront dans la voie de la guérison dès les premiers symptômes. Bob, qui est très souffrant, est conduit directement à l'hôpital où on l'examinera avec soin. Mais généralement, c'est dans des cliniques spécialisées qu'on conduit les enfants malades. Comme il est impossible de déterminer par un simple test la présence de rhumatisme articulaire, une observation attentive des enfants s'impose. Un examen au microscope révèle un accroissement considérable du nombre des globules blancs. On peut voir à l'électrocardiographe l'effet produit par la maladie sur les muscles du cœur. Un examen au fluoroscope peut révéler une hypertrophie du cœur. C'est le médecin de service qui doit réunir tous ces documents cliniques, auxquels il ajoutera tout ce qu'il apprendra sur le passé médical de l'enfant. Quand le diagnostic est positif, on commence immédiatement à soigner l'enfant pour la période aiguë de rhumatisme articulaire. Pendant la crise, on veille à ce que Bob souffre le moins possible. Des soins attentifs et des médicaments lui sont donnés pour soulager sa douleur et sa fièvre. 6 semaines plus tard, il se sent mieux et à meilleure mine. Mais les tests de laboratoire indiquent que la fièvre rhumatismale est toujours présente. Bob est entré dans la période subaiguë, mais il n'est pas prêt de se lever. Quand les conditions le permettent, une infirmière de la santé publique et une assistante sociale aident la maman à soigner chez elle son enfant qui, bien que malade, est en voie de guérison. Mais toutes les familles ne disposent pas des facilités nécessaires pour assurer la guérison de leur enfant. Il faut donc trouver un moyen d'y remédier. Si l'enfant a besoin de la chaleur d'un foyer pour guérir, l'assistante sociale s'efforcera de le placer dans une famille étrangère par l'intermédiaire d'une œuvre de secours à l'enfance. Et là, l'enfant recevra tous les soins que sa propre famille ne pouvait lui donner. Pour la plupart des enfants qui ne peuvent pas passer chez eux la période subaiguë, il y a des hôpitaux de convalescence comme celui de Crawford Allen.
C'est à Crawford Allen que Bob passera avec d'autres jeunes malades souffrant de rhumatisme articulaire les longs mois qui suivront sa période de crise aiguë. Bob s'adapte sans peine à la vie de sa nouvelle demeure, d'autant plus qu'on y prend grand soin des petits convalescents comme lui. La plupart des enfants sont assez bien pour se lever un peu chaque jour et pour prendre leur repas ensemble. Non seulement leur régime est soigneusement établi par un diététicien, mais encore on s'assure qu'ils ont bon appétit. Examinés régulièrement par le médecin, on veille à ce que les enfants n'attrapent ni rhume ni maux de gorge qui pourraient handicaper sérieusement leur guérison. Pour les enfants actifs qui ne se sentent pas particulièrement malades, il faut prévoir des occupations qui ne soient pas trop fatigantes. On donne ainsi à Bob l'occasion de se faire une casquette pour jouer au baseball. À Crawford Allen, on s'efforce de faire vivre l'enfant aussi normalement que possible. Et dès qu'il en a la force, on l'envoie en classe. Le maître, qui fait partie des cadres de l'enseignement, peut jouer un rôle important dans la vie de l'enfant. C'est souvent à Crawford Allen que les enfants vont en classe pour la première fois. Le dimanche après-midi est réservé aux visites. Il faut que les enfants sachent que leur famille les aime et les attend, afin qu'il ne se fasse aucun souci pendant la période de séparation. Au cours de leur visite, les parents peuvent se rendre compte du progrès de leurs enfants. Ils peuvent en même temps se rendre compte de la manière dont ils sont soignés, ce qui est important. Bob n'est pas prêt de rentrer chez lui. Mais déjà cependant, l'assistante sociale se préoccupe de son retour à la maison. Profitant de l'occasion pour s'entretenir avec le père et la mère de l'enfant, elle discute avec eux de tous les problèmes familiaux qui pourraient intervenir et handicaper les soins dont Bob aura besoin à son retour. Et, si besoin est, elle s'efforce de les tranquilliser en ce qui concerne l'application de ces soins. Les enfants ne sont pas toujours livrés à eux-mêmes pour s'instruire et se distraire. Ils apprennent à jouer ensemble à des jeux qui correspondent à leurs besoins ou à leurs forces. Et au fur et à mesure que le moment approche pour eux de quitter Crawford Allen, ils jouent de plus en plus comme des enfants normaux, mais toujours sous l'œil attentif de notre service de santé. Peu de temps avant que Bob ne rentre chez lui, l'infirmière de la santé publique rend visite à sa mère pour lui donner des conseils afin de protéger Bob contre les rhumes et autres infections, et pour lui faire comprendre aussi que Bob devra venir régulièrement à la clinique pour se faire examiner. Le jour est enfin venu où la longue convalescence de Bob a pris fin. Et il quitte Crawford Allen le cœur un peu serré. Il est bien content de rentrer chez lui, mais ici, il a appris bien des choses et surtout il s'est fait beaucoup d'amis.
va pouvoir se servir de la nouvelle casquette qu'il s'est fait lui-même. Au cours de l'année qui vient, si tout va bien, Bob devra aller tous les mois, puis ensuite tous les 6 mois à l'une des cliniques pour se faire examiner. Les cliniques pour le rhumatisme articulaire se composent d'un docteur, d'une infirmière, d'une assistante sociale, d'un diététicien, d'un assistant de laboratoire et d'une secrétaire. On y garde le dossier médical et social de tous les enfants. Quand Bob se présentera à la clinique, on pourra sans peine se rendre compte de ses progrès. D'après ce programme, Bob, comme tous les enfants qui ont été atteints de fièvre rhumatismale, viendra se faire examiner régulièrement à la clinique. C'est surtout important pendant la première année, car c'est alors qu'on redoute le plus les rechutes. Les experts s'étant rendus compte que les infections du nez et de la gorge ne sont pas sans rapport avec les attaques de rhumatisme articulaire, le docteur veillera à ce que Bob reçoive des sulfamides lors de ses visites. Maintenant, en faisant un peu attention, Bob peut vivre comme les enfants de son âge. Il peut enfin connaître la joie que procure la santé. Notre petite ville a donc une tâche à accomplir. Aujourd'hui, c'est la petite fille du voisin qui souffre. Demain, c'est peut-être mon fils qui ressentira des douleurs aux genoux. C'est seulement en luttant en commun pour la sauvegarde et le bonheur de nos enfants que nous triompherons du rhumatisme articulaire. C'est à nous de savoir ce que nos services de santé doivent faire, à nous encore de les seconder et de les soutenir. Il nous a fallu du temps pour le comprendre, mais voyez-nous faire maintenant. L'année prochaine, nous mènerons une campagne ouverte contre le rhumatisme articulaire et nous montrerons à ceux de Rhode Island ce que nous savons faire.